Deux chiffres se cognent comme un paradoxe brutal. Plus de 2 millions de personnes déplacées, puis, en quelques saisons seulement, plus d'1 million de retours vers des villages que l'on disait perdus. Dans le nord du Burkina Faso, la poussière du Sahel porte désormais le bruit des pompes, des marchés rouverts, des enfants qui rient là où régnaient les fusils. Que signifie vraiment ce renversement pour ceux qui le vivent, depuis qu'Ibrahim Traoré a parié sur la dignité plutôt que sur l'aide? Et si cette expérience bousculait notre idée même de la sécurité? Ce récit promet plus qu'une simple description d'un pays meurtri. Il dévoile comment une stratégie enracinée dans le terrain, et non dans les discours, a modifié le quotidien de millions de personnes. La promesse est claire. Comprendre, en 10 à 12 mots, comment un pays transformait la survie en reconstruction durable. Ce qui se joue ici dépasse le Burkina Faso. C'est la question de savoir si un modèle né du sol, fondé sur le contrôle humain du territoire, peut réellement tenir sans l'appui structurel des puissances étrangères. Dans le monde entier, les analystes se contredisent, certains y voyant militarisation, d'autres renaissance. Mais derrière ces lectures opposées se cache une réalité qu'aucune carte diplomatique ne peut traduire. Le retour progressif de la sécurité redéfinit la manière dont les familles s'organisent, plantent, commercent et rêvent. Et c'est précisément cette tension entre stabilité fragile et aspiration profonde qui rend cette histoire urgente. Comment un pays que l'on croyait brisé a-t-il réussi à inverser la trajectoire? C'est la question qui nous guidera. Les premiers signes du basculement n'ont pas surgi des discours, mais d'un chiffre presque inconcevable. Plus d'1 million de personnes sont revenues dans des zones que l'on décrivait comme irrécupérables. Et un second indicateur, tout aussi saisissant, a suivi. 28 bataillons de réaction rapide ont été déployés d'ici 2025 pour rouvrir les routes, permettant aux convois humanitaires d'atteindre à nouveau les villages. Ce double mouvement, retour massif et sécurisation accélérée, a révélé un changement profond dans la manière dont l'État pensait la reconstruction. Là où, pendant des années, les cartes du Burkina Faso s'étaient teintées de rouge sous la pression des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, une logique nouvelle s'installait. Reprendre le territoire, non pour y planter des drapeaux, mais pour y faire revenir la vie quotidienne. Lorsque les premières unités mobiles ont commencé à dégager les axes de Barcelogo, de Gabou et de Boulay-Doumbouné, l'enjeu n'était pas militaire au sens classique. Il s'agissait d'ouvrir des couloirs où les familles pourraient marcher sans craindre les embuscades, où les commerçants pourraient traverser les carrefours sans payer un tribut armé. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré a imposé une ligne directrice inhabituelle. La sécurité n'était pas un théâtre, mais une condition de survie minimale pour permettre à la société de respirer à nouveau. Une fois les zones dégagées, une seconde vague, plus discrète mais plus décisive encore, s'est installée. La police mobile et les unités de proximité, chargées non de combattre, mais de rester. Leur rôle consistait à stabiliser les villages traumatisés, arbitrer les conflits, reconstruire une confiance fêlée par des années de fuite. Peu à peu, un schéma se précisait. Là où réapparaissaient des patrouilles régulières, des écoles rouvraient, là où les puits étaient sécurisés, les femmes revenaient puiser l'eau. Là où le marché reprenait, les enfants recommençaient à courir. Ce n'était pas une victoire spectaculaire, mais un enchaînement de petites reconquêtes humaines, chacune permettant à la suivante d'exister. Dans ce paysage encore fragile, les premiers éclaireurs de la transformation n'ont pas été des officiers médiatiques, mais des figures du quotidien capables de mesurer le changement au pas humain. Parmi eux, un instituteur revenu à Boulay-Doumbouné après 3 ans d'exil racontait comment il avait trouvé son école debout, mais vide, les pupitres recouverts de poussière. Lorsque la police de proximité s'est installée à demeure, il a rouvert la salle de classe. En moins de 2 semaines, 12 enfants sont revenus, puis 20, puis 30.
Ce n'était pas une renaissance spectaculaire. C'était une routine qui se reconstitue, une leçon de grammaire devenue un acte de résistance. À Barcelogo, une femme nommée Maïmouna a vécu un autre type de bascule. Pendant des années, elle puisait l'eau en courant presque, guettant les couloirs où rôdaient d'anciens combattants. Désormais, elle marche d'un pas calme jusqu'au puits. Les patrouilles régulières font peu de bruit, mais leur présence suffit pour que les habitants ne scrutent plus les buissons avant de remplir leurs calebasses. Ces petites scènes disent davantage que les rapports officiels. Elles montrent que la sécurité, lorsqu'elle s'enracine, s'exprime non dans les conférences, mais dans des gestes minuscules. Un enfant qui récite, une femme qui s'arrête pour parler, un commerçant qui rouvre son étal. Et c'est à travers ces trajectoires individuelles que l'on comprend le véritable enjeu. La stabilité commence toujours par un visage. Tout a basculé avant même que les caméras ne remarquent le changement. Avant, les routes étaient des pièges. Après, elles sont redevenues des couloirs respirables où les convois avançaient sans payer la peur en tribu. Avant, les villages du nord et du centre vivaient au rythme des embuscades. Après, les colonnes de véhicules se traversaient sur les carrefours sans devoir négocier avec les miliciens. Cette bascule n'a pas été théorique. Elle s'est inscrite dans la terre, dans les traces réelles de pneus et de pas. C'est là que commence la chaîne d'événements. À ce moment, le processus s'est enclenché. Lorsque les premiers bataillons d'intervention rapide ont été déployés, leur mission n'était pas une conquête classique. Ils devaient sécuriser bloc après bloc, retirer les engins explosifs improvisés, rouvrir les axes où les marchés mouraient. En quelques mois, 28 unités opéraient déjà dans les régions les plus instables. Les patrouilles avançaient plus vite, frappaient juste, puis libéraient les routes pour les équipes civiles. Ibrahim Traoré imposait une consigne simple. Rien ne sert de tenir une zone si les habitants ne peuvent pas y revenir. Le mouvement a atteint son intensité. Une fois la première vague passée, une seconde équipe entrait en scène. La police mobile s'installait, montait des abris précaires, dormait dans les mêmes villages que les familles revenantes. Ces équipes ne se déplaçaient plus, elles restaient. Elles arbitraient les conflits, identifiaient les points d'eau menacés, réapprenaient aux communautés à naviguer dans un espace redevenu habitable. L'effet fut immédiat. À Barcelogo, le marché s'est rallumé en 4 semaines. À Gabou, les écoles ont ouvert. En Cairo ouvert, quand Saloubias après l'autre. Dans certaines zones de Boulay et d'Oumoune, les réparateurs de motos ont recommencé à travailler sous des auvents brûlés que l'on croyait perdus pour toujours. Cette montée en puissance a créé une sensation rare. La reprise paraissait tenir. Ce n'était pas une illusion. Les retours dépassaient le million de personnes. L'économie suivait en spirale lente mais continue. Ibrahim Traoré insistait. La sécurité n'a de valeur que si elle devient une habitude. Les répercussions se sont ensuite fait sentir. Lorsque les flux de population se sont stabilisés, des transformations plus profondes ont émergé. Les familles ne fuyaient plus vers le sud. Elles remontaient vers leurs terres. Les marchés, silencieux pendant des années, bourdonnaient à nouveau. Le bruit des chèvres, le métal des puits, les cris des enfants formaient une bande-son qui n'existait plus depuis longtemps. Cette renaissance n'était pas uniforme. Certaines zones restaient instables, surtout près du Mali et du Niger. Des attaques sporadiques rappelaient que la paix était fragile. Mais l'élan était visible. Les patrouilles s'enchaînaient, les puits se remplissaient, les coopératives prenaient une certaine forme. La trajectoire globale devenait lisible. La sécurité gagnait du terrain humain. Oh mate, c'est cette dynamique cumulative qui change tout. Elle explique pourquoi tant de familles, même prudentes, choisissaient de rentrer. Elle ne revenait pas pour un discours. Elle revenait parce que l'habitable reprenait possession de l'espace. Et derrière ce mouvement se posait une question essentielle. Jusqu'où cette dynamique peut-elle s'étendre si la stabilité continue à progresser bloc par bloc? Le point de départ était brutal. Plus de 2 millions de personnes avaient fui. Puis,
L'écart s'est inversé lorsque plus d'1 million de déplacés sont revenus dans leur village. Cette différence, presque inimaginable dans une zone en conflit actif, sert de boussole pour comprendre l'ampleur de la transformation engagée sous la ligne directrice d'Ibrahim Traoré. Elle montre que le pays n'a pas seulement freiné l'effondrement, il a réussi à renverser une dynamique qui semblait irréversible. Un second indicateur quantifiable éclaire ce virage. 28 bataillons d'intervention rapide ont été formés et déployés d'ici 2025. Ce nombre n'est pas décoratif. Il représente un maillage opérationnel pensé pour couvrir les axes vitaux. Chaque bataillon libérait des routes qui rétablissaient le flux humanitaire, étape indispensable pour ramener les familles. Un troisième repère donne sa cohérence à l'ensemble. Près d'1 milliard de dollars a été investi dans la stratégie agropastorale 2023-2025. Ce montant, exceptionnel pour le Burkina Faso, traduit un pari économique autant que politique. Le gouvernement choisissait ainsi l'autonomie alimentaire comme pilier de la reconstruction. À partir de ces 3 chiffres, une ligne se dessine. Les retours massifs indiquent que la perception du risque a changé. Les bataillons déployés montrent que la sécurité s'étend par blocs cohérents. Les investissements agricoles révèlent que la reprise économique n'est pas un ajout tardif, mais un moteur central. Ce triptyque constitue la structure essentielle du redressement. Dans les régions du Nord et du Centre, les effets mesurables apparaissent les premiers. Les marchés rouvrent plus vite dans les zones où la police mobile reste durablement présente. Les écoles enregistrent davantage d'inscriptions lorsque les puits sont sécurisés par les unités stationnées. Les coopératives réactivées répondent mieux lorsque les routes sont praticables sur plus de 20 km. Ces corrélations ne sont pas anecdotiques. Elles prouvent que la sécurité et l'économie avancent par paliers liés. Le volet agricole, soutenu par les financements annoncés, n'est pas abstrait. Les canaux d'irrigation réparés permettent aux cultures de riz et de maïs de reprendre dans des zones qui étaient à l'abandon depuis des années. Les distributions de semences et d'outils ont été ciblées vers les localités les plus touchées, créant une première vague de récolte suffisamment régulière pour stabiliser les revenus. Ce sont ces gains progressifs qui transforment la perception du futur. Les programmes de réinstallation du bétail complètent cette dynamique. Les kits distribués, un mâle, 2 chèvres, ou parfois une vache et un taureau, produisent des résultats visibles au bout de quelques saisons. Les familles disposent d'un actif reproductible, d'une source de lait et d'un moyen de reconstituer un petit capital. Le cycle est simple, mais il fonctionne parce qu'il repose sur l'autonomie. La campagne de vaccination nationale de 2025 consolide l'ensemble. Des troupeaux plus sains augmentent que les revenus ruraux. Des revenus stables soutiennent les marchés. Des marchés vivants réduisent l'incitation à fuir. C'est la logique cumulative qui transforme les chiffres en trajectoires réelles. Lorsque l'on assemble ces données, une conclusion s'impose. La reprise n'est ni un slogan ni un miracle. Elle est la conséquence directe d'un enchaînement quantifiable. Sécurité stabilisée, économie relancée, population, revenus. La question qui reste ouverte est simple. Jusqu'où ces courbes peuvent-elles monter si les fondations continuent de tenir bloc par bloc? 2 lectures opposées se sont progressivement imposées dans les analyses venues de l'étranger, chacune prétendant résumer ce qui se passe au Burkina Faso. La première, largement relayée par les commentateurs occidentaux, affirme que la stratégie de sécurisation menée depuis 2022 traduit une dérive autoritaire. Elle s'appuie sur la suspension du calendrier électoral, sur la montée en puissance de l'appareil militaire et sur l'idée que la stabilité apparente ne serait qu'un effet mécanique de la force. Selon cette vision, l'ouverture de routes, la création de bataillons d'intervention rapide et le retour des marchés masqueraient une centralisation excessive du pouvoir. Une seconde lecture, tout aussi solide, défend une thèse opposée. Elle voit dans la même évolution non pas une militarisation, mais une restauration du contrôle humain du territoire. Les observateurs qui parcourent les villages
constate que les patrouilles ne se substituent pas à la vie civile. Elles la rendent possible. Les écoles ne rouvrent que là où la police de proximité reste suffisamment longtemps pour que les familles se sentent en sécurité. Les marchés ne renaissent que lorsque les routes ont été déminées et que les commerçants peuvent circuler sans être rançonnés. Pour dépasser ces deux positions, il faut s'en tenir aux faits tangibles. Les villages qui ont vu revenir le plus de familles ne sont pas ceux où la présence militaire est la plus visible, mais ceux où les unités stationnent durablement et coopèrent avec les anciens. Les communautés ne décrivent pas une logique de domination, elles décrivent une logique de protection. Un témoin de Tamasco résume cette réalité par une phrase saisissante. « Oh, je préfère voir un soldat à un carrefour qu'un homme armé dans mon champ. » Cette parole ne glorifie pas la force. Elle exprime le soulagement minimal de pouvoir travailler sans être confronté à la menace immédiate des groupes armés. L'opposition entre autoritarisme supposé et stabilisation réelle se dissipe lorsqu'on observe la chronologie. Les bataillons interviennent en premier, puis se retirent partiellement. Les unités civiles prennent le relais, puis restent. Les infrastructures reviennent quelques semaines plus tard. Un puits sécurisé, un marché rouvert, une salle de classe nettoyée. Ce rythme lent, séquencé, n'a rien d'un projet de domination. Il fonctionne parce qu'il répond à un besoin que les habitants s'expriment eux-mêmes. Vivre assez longtemps pour travailler. La rupture devient visible. Cette ligne brève résume ce moment où la transformation cesse d'être une suite d'ajustements pour devenir un mouvement structurant. Dans plusieurs villages du Nord, ce ne sont pas les patrouilles qui ont donné le signal de bascule, mais les troupeaux eux-mêmes. Lorsque les chèvres sont revenues avant les commerçants, les habitants ont compris que le danger reculait. Ce détail, presque anodin pour un observateur extérieur, a modifié la perception collective du risque. Ibrahim Traoré a saisi la portée de cette observation. Il a présenté la réinstallation du bétail non comme une aide humanitaire, mais comme un moteur d'autonomie. Un kit, un mâle, 2 chèvres ou parfois une vache et un taureau devenait un capital reproductible, un moyen de créer du revenu avant même que les marchés ne soient totalement stables. Ce renversement d'approche a changé la donne. La sécurité n'était plus uniquement mesurée par l'absence de tir, mais par le retour des cycles économiques élémentaires. À Gabou et Tamasco, les coopératives ont émergé dès que les familles ont constaté que leurs animaux survivaient sans être volés. Les jeunes formés comme vaccinateurs ont entretenu ce cercle vertueux. Et c'est là que se situe le véritable midpoint. La reconstruction n'était plus imposée par l'État. Elle était assumée par ceux qui revenaient. Les effets plus concrets du tournant observé au midpoint se manifestent d'abord dans les champs, là où la reconstruction devient mesurable. Dans les zones agricoles du Nord, les familles constatent que les canaux d'irrigation remis en service permettent une reprise régulière et des cultures de riz et de maïs. Les semences distribuées par les coopératives locales, soutenues par le programme national, créent une stabilité que le pays n'avait plus connue depuis des années. Ce retour des cycles agricoles explique pourquoi tant de villages ont recommencé à miser sur leur propre production. C'est dans ce mouvement que s'accomplit la promesse évoquée par Ibrahim Traoré, produire avant de dépendre. Dans le secteur économique plus large, un autre type de transformation s'installe. Les petits commerçants réoccupent les marchés, à mesure que les routes sont sécurisées sur plusieurs kilomètres consécutifs. Les mécaniciens, les vendeuses de céréales et les transporteurs reprennent des activités suspendues pendant des années. Les revenus circulent à nouveau dans les villages, soutenus par une demande locale renaissante. Ce redémarrage progressif réduit la dépendance aux dons et redonne une place centrale aux acteurs économiques du pays. Pour les ménages ordinaires, la principale conséquence se ressent dans le rythme de la vie quotidienne. Les femmes n'attendent plus la tombée de la nuit pour éviter les routes menacées. Elles se rendent au puits avec une régularité retrouvée.
Les enfants marchent vers l'école sans escorte improvisée, ce qui redonne aux journées une structure autrefois impossible. Les jeunes, souvent les premiers à fuir pendant la période d'instabilité, choisissent désormais de rester et de participer aux coopératives, aux récoltes ou aux programmes de vaccination du bétail. Ce renversement d'attitude, presque imperceptible au début, modifie en profondeur l'énergie sociale. À l'échelle régionale, la dynamique n'est pas uniforme, mais elle est cohérente. Les zones proches du Mali et du Niger restent plus vulnérables, et les attaques sporadiques rappellent la fragilité générale. Cependant, là où les unités stationnées demeurent plusieurs mois, les retours sont plus rapides et plus stables. Les marchés de Barcelogo ou de Gabou, autrefois silencieux, sont redevenus des points de rencontre où les échanges s'intensifient. Ce rééquilibrage progressif produit un effet d'entraînement sur les localités voisines. Ces 4 niveaux, agriculture, économie locale, ménage et région, montrent comment la reconstruction cesse d'être symbolique pour devenir structurelle. Lorsque le bétail survit, lorsque les champs produisent, lorsque les marchés vendent, lorsque les familles restent, la paix cesse d'être une théorie. Elle devient une pratique, nourrie jour après jour. C'est pourquoi le mouvement amorcé au Midpoint trouve ici sa réponse. La reconstruction tient parce qu'elle est portée par ceux qui en vivent les bénéfices directs. Les prochains mois seront déterminants, non parce que le pays changerait de cap, mais parce que les dynamiques déjà engagées pourraient s'accélérer ou se tendre selon la solidité des fondations posées dans les villages. Les signaux observés depuis la stabilisation progressive laissent entrevoir 3 trajectoires distinctes, chacune plausible à moyen terme. Elles ne relèvent ni de la spéculation ni du désir. Elles prolongent simplement les lignes existantes. Dans une perspective centrale, dans cette hypothèse, la sécurité continue de progresser bloc par bloc. Les unités stationnées maintiennent la présence dans les zones reconquises. Les marchés gagnent en régularité et les coopératives renforcent leur rôle économique. Les retours se poursuivent, mais à un rythme plus lent que ces derniers mois. La reprise agricole se stabilise, portée par les cycles de pluie et les systèmes d'irrigation réparés. Ce scénario aboutit à une consolidation modérée, avec des poches de tension toujours présentes à proximité des frontières. Dans une hypothèse plus favorable, si les pluies restent favorables et si les corridors de déplacement demeurent ouverts, les récoltes pourraient se dépasser. Les attentes locales. Les programmes de vaccination du bétail et la montée en puissance des coopératives créeraient un effet multiplicateur dans plusieurs régions. Les marchés redeviendraient des pôles structurants, attirant les jeunes revenus du Sud ou des zones urbaines. La sécurité humaine progresserait plus vite que prévu, entraînant une hausse rapide de la confiance communautaire. Ce scénario suppose une coordination étroite entre unités stationnées, agriculteurs et réseaux locaux. Dans un cas moins favorable, une dégradation climatique, combinée à une intensification des attaques aux frontières, pourrait interrompre plusieurs chaînes de reprise. Les familles hésiteraient à rester dans les zones reconquises. Les coopératives perdraient une partie de leur dynamisme. Les marchés fonctionneraient en pointillés. Cette trajectoire n'effacerait pas les acquis récents, mais elle freinerait l'élan général et retarderait les effets structurels attendus. Dans ces 3 scénarios, un point reste constant, la dépendance au travail local comme moteur principal. La meilleure recommandation n'est pas de choisir une prédiction, mais d'adopter une posture d'observation active. Si les cycles économiques continuent de reprendre avant les cycles administratifs, la trajectoire restera ascendante. Si cette histoire retient autant l'attention, c'est parce qu'elle ne parle pas seulement d'un pays lointain, mais d'une expérience humaine que chacun peut reconnaître, où qu'il vive. Pour ceux qui observent le monde à distance, chercheurs, étudiants, citoyens curieux, la trajectoire du Burkina Faso montre que les transitions les plus durables commencent rarement dans les discours. Elles naissent dans des espaces minuscules. Un puits réparé, un marché qui rouvre, un troupeau qui ne disparaît plus pendant la nuit. Cette logique du bas vers le haut
O résonne avec tous ceux qui cherchent à comprendre comment une société se reconstruit réellement. Pour les personnes qui ont connu la fragilité, instabilité politique, violence, déplacements forcés, la résonance c'est plus intime. La reconstruction devient tangible lorsqu'elle redonne de la prévisibilité aux gestes quotidiens. Une femme qui peut aller chercher de l'eau sans craindre un barrage armé comprend la valeur d'une journée paisible mieux que n'importe quel expert. Un parent qui voit son enfant marcher vers l'école sans détourner le regard à chaque bruit retrouve une forme de futur qu'il croyait éteinte. Enfin, pour ceux qui s'interrogent sur les modèles possibles de relèvement, élus locaux, responsables communautaires, habitants de régions rurales, l'exemple burkinabé apporte une piste rare. Il suggère qu'un système ne se répare pas seulement par l'afflux de moyens, mais par la cohérence entre présence sécuritaire, autonomie économique et organisation locale. Quand ces trois éléments avancent ensemble, la résilience cesse d'être un concept et devient un mécanisme concret. C'est dans cette convergence que le spectateur, où qu'il soit, peut trouver un point d'appui. Une société se relève quand elle retrouve des gestes simples qui redonnent du sens à la vie collective. Pour que l'élan observé ces derniers mois devienne une trajectoire durable, il faut transformer les avancées ponctuelles en séquences reproductibles. Ibrahim Traoré l'a souvent rappelé, la paix n'est solide que lorsqu'elle se mesure par ce que les gens peuvent faire chaque jour, non par ce que l'État promet. C'est dans cet esprit qu'un cadre opérationnel peut être dégagé pour les 12 prochains mois, structuré en étapes simples mais vérifiables. Dans une première étape, ancrer les unités stationnées. Les équipes de proximité doivent rester au moins 6 mois dans chaque zone sécurisée. Les indicateurs sont clairs. Baisse des incidents, réouverture des puits, retour progressif des familles. Si ces trois signaux avancent ensemble, la zone peut passer à l'étape suivante. Dans une deuxième étape, stabiliser les services essentiels. Les écoles et les marchés doivent rouvrir dans les 8 semaines suivant la stabilisation. La mesure est concrète. Nombre d'élèves inscrits, volume d'échanges sur les marchés hebdomadaires, présence continue des anciens du village. Ce trio détermine la solidité du noyau local. Dans une troisième étape, relancer les cycles économiques courts. Les coopératives agricoles et les kits de bétail doivent être distribués avant la saison des pluies. L'efficacité se lie dans 3 résultats. Taux de survie du bétail, volume de récolte initiale, création d'excédents à petite échelle. Lorsque ces excédents apparaissent, la zone entre dans la phase de maturité. Dans une 4e étape, connecter les villages aux axes régionaux. Les routes praticables pendant plus de 20 km permettent au marché d'attirer les villages voisins. La progression se mesure en mouvement. Augmentation du nombre de commerçants, diversité des produits, stabilité des prix. Ce cadre permet de répondre à l'interrogation ouverte dans la section évoquée précédemment. Si les cycles économiques continuent de reprendre avant les cycles administratifs, la montée sera cumulative et durable. Lorsque l'on revient dans les villages où la reconstruction a réellement pris forme, ce sont souvent les mêmes visages qui réapparaissent. Dans Boulédoum-Houné, l'instituteur rencontré plus tôt continue d'ouvrir sa salle de classe chaque matin, alignant les cahiers sur des pupitres qu'il croyait perdus pour toujours. À Barcelogo, Maïmouna marche jusqu'au puits, avec la même assurance tranquille, observant au loin les enfants qui courent vers l'école. Ces gestes simples, presque fragiles, incarnent davantage la transformation que n'importe quelle grande annonce. Ibrahim Traoré évoque souvent le fait que la dignité se reconstruit d'abord par des actes minuscules. Les villages que l'on croyait engloutis par la peur retrouvent une routine faite de poussière, de voix, de silhouettes familières. Les troupeaux reviennent, les marchés bruissent, et les journées se déroulent sans être coupées par la fuite. La renaissance ne prend pas la forme d'un triomphe, elle ressemble à une respiration retrouvée. Ce sont ces scènes, un tableau nettoyé, un seau d'eau relevé, un rire d'enfant, qui prouvent que le pays avance. Elle rappelle que la stabilité ne s'impose jamais d'en haut.
Oh, c'est assez beau, mais qu'elle se tisse depuis les gestes ordinaires. Et dans ces gestes, une nation se relève. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso dépasse largement les frontières d'un seul pays. C'est une démonstration silencieuse de ce que peut produire une reconstruction enracinée dans la vie quotidienne, portée par ceux qui reviennent, plutôt que dictée par ceux qui observent de loin. Les scènes vues dans les villages, un puits sécurisé, un marché rouvert, un troupeau reconstitué, forment un langage universel que chacun peut comprendre, celui de la dignité retrouvée. Si ces trajectoires vous interpellent, si elles vous donnent matière à réfléchir sur ce que signifie rebâtir une communauté en partant du sol, alors vous pouvez continuer à suivre ce récit. Les prochains chapitres ne parleront pas seulement d'un pays africain, mais de la manière dont n'importe quelle société peut réapprendre à se tenir debout. Rester, écouter, comparer. Ce sont trois gestes simples qui permettent de comprendre un monde qui change hors des projecteurs.